L'honnêteté intellectuelle et la juste mesure, ces vertus si rares dans le débat public français, commandent de ne jamais condamner à l'avance quelque dirigeant que ce soit. Bon, certes, elles commandent aussi de jeter un regard lucide sur les parrains et marraines qui l'ont porté sur les fonds baptismaux, mais en gardant à l'esprit que n'importe qui peut s'affranchir des plus pesants déterminismes. Michel Barnier a la réputation d'être un homme estimable. Et si l'on veut bien oublier l'agacement que suscite le qualificatif gaulliste, ressassé par des journalistes qui confondent une admiration de jeunesse avec une doctrine cohérente fondée sur la souveraineté du peuple et l'indépendance nationale, tout ce genre de choses que les partis dits gaullistes ont allègrement bradé par conformisme ou par opportunisme, il n'y a aucune raison de penser qu'il ne tentera pas sincèrement d'affronter une situation que beaucoup d'autres ont fui pour ne pas compromettre leur chance à la présidentielle. Les défis sont immenses et le siège est particulièrement instable. Tentons un état des lieux. Premier point, la situation politique. Michel Barnier est une incongruité. Quoi qu'on pense des délires trumpiens d'un Jean-Luc Mélenchon adepte des vérités alternatives et qui semble oublier que si le NFP était en position de dicter sa loi, il aurait la présidence de l'Assemblée nationale, il est indéniable que l'arrivée de Michel Barnier à Matignon, alors que LR fut le seul parti à ne pas participer au désistement du Front républicain, achève de décrédibiliser ce genre de démarche. Il est indéniable également que le gouvernement Barnier, du fait même des tergiversations estivales d'Emmanuel Macron, sera soumis au bon vouloir du RN. Encore faut-il rappeler qu'il ne l'est que parce que le NFP, emmené par les Insoumis, a annoncé vouloir censurer tout autre Premier ministre que Lucie Castet, ce qui place le RN en arbitre. Mais le plus scabreux n'est pas là. À entendre depuis sa nomination les relais macronistes annoncer que l'article 20 s'appliquera, à entendre l'impétrant lui-même parler de rupture, certains se prêtent à imaginer un Michel Barnier en soudaine incarnation des aspirations du peuple au changement. Rappelons donc 2 ou 3 données du problème. Le choix de Michel Barnier émane d'Alexis Collère, secrétaire général de l'Élysée. Ce même Alexis Collère qui est depuis 7 ans tout à la fois vice-président et véritable Premier ministre. Et qui vient également de choisir le directeur de cabinet de Michel Barnier, Jérôme Fournel, directeur général des finances publiques, puis DIRCAB de Bruno Le Maire. On sent la table prête à être renversée. Deuxième point, la situation économique. Depuis quelques jours, les uns et les autres se perdent en conjectures sur les éventuels ajustements que pourrait opérer le nouveau Premier ministre. Quelques impôts en plus, un peu de dépenses en moins, un infléchissement sur la réforme des retraites, ce totem absurde du septennat macroniste. Voilà bien l'immense malentendu. À l'échelle européenne, le rapport Draghi pointe enfin la baisse de productivité et le manque d'investissement, l'absence totale de stratégie économique et l'obsession archaïque de la concurrence interne. À l'échelle de la France, la droite d'Édouard Philippe à Bruno Le Maire prône les coups de rabot budgétaires pour complaire à l'Allemagne, pendant que la gauche oublie que des augmentations du SMIC dans un pays désindustrialisé profitent essentiellement à la grande distribution et aux multinationales qui produisent en Chine ou en Pologne. Ni d'un côté ni de l'autre, on ne semble intégrer le fait que, par-delà les faiblesses françaises, poids de l'administration, préférence pour les retraités favorisés au détriment des actifs, productivité en chute libre, il y a pour notre économie des données incontournables. Les excédents commerciaux allemands se font sur le dos des voisins, en premier lieu la France. Et certains pays continuent, par exemple les Pays-Bas, à importer massivement des produits chinois, en touchant 25% des droits de douane, pour les déverser ensuite dans le reste de l'Union. Si ces pays ne veulent pas du plan Draghi et de ses 800 milliards d'emprunts communs, c'est parce que la situation actuelle leur convient parfaitement. Faire la leçon aux dépensiers en continuant à s'enrichir sur leur dos. Mais les grandes entreprises françaises, parmi lesquelles les géants de la distribution qui usent de leurs centrales d'achat pour faire consommer aux Français toujours plus de produits étrangers à bas coût, sont également parmi les premiers bénéficiaires de ce système. On se doute que l'ancien commissaire européen devenu Premier ministre éjectable se gardera de taper du poing sur la table. L'intelligence économique, la défense de la production française ne sont pas a priori dans ces domaines.
Il se contentera d'user de ses talents de négociateur pour obtenir un délai face à la procédure de Bruxelles contre la France et son déficit excessif. Ou bien, qui sait, considérera-t-il qu'il n'a pas grand-chose à perdre, qu'Emmanuel Macron et Alexis Collère, une fois qu'ils l'ont nommé, ne peuvent plus le démettre, et que, puisque la France ne peut plus se permettre d'attendre, il tentera, avant une probable censure, d'œuvrer précisément là où tous ses prédécesseurs se sont couchés. Allez, en cette rentrée tellement consternante, on aimerait s'autoriser un court instant à rêver.